Stéphanie Grandmont, Émilie Nicolas, Christian Dufour, bonsoir. 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 Le port de Montréal, j'en parlais avec le ministre Boulay tout à l'heure, c'est une artère extrêmement importante pour l'économie du Québec. Et quand elle est bloquée, bien, tout le monde est essoufflé. Puis Dieu sait qu'on a connu des essoufflements compte tenu de la COVID. On se dit là, ça ne sera pas un conflit de travail qui va nous replonger dans des affres économiques. Or, il y a un jeu de négociation. Alors, où vous en êtes? Non. D'abord, je vais vous faire entendre, parce que toute la journée, ceux qui n'étaient pas avec nous au début de l'émission, toute la journée à Ottawa, on s'est positionné devant la loi spéciale qui peut-être sera adoptée demain. On écoute. Je l'ai dit la première grève au printemps dernier que ce serait un désastre économique pour nos PME. Pas juste le Québec, l'Ontario aussi. Évidemment, je préfère beaucoup un contrat négocié que d'imposer une loi spéciale, il n'y a aucun doute. Là, on veut l'harmonie dans la mesure du possible. Mais je pense que c'est inévitable pour moi, ça prend une loi spéciale si jamais la grève perdure. Il y a un consensus au Québec pour qu'on intervienne pour faire reprendre les activités du port. Le gouvernement du Québec le demande, tous les intervenants le demandent parce qu'il y a des milliers d'emplois qui sont en jeu. La chaîne d'approvisionnement est en jeu. La crédibilité, la réputation du port de Montréal est en jeu. C'est important d'avoir une solution, bien sûr, parce qu'il y a un risque grave pour notre économie avec une grève pour beaucoup de jours. La solution pour qu'il n'y ait pas de grève au port, ce n'est pas une loi spéciale, laquelle est un aveu d'incompétence et de manque de leadership. C'est 2 coups de téléphone, l'autorité du premier ministre, puis dire au monde, fini les niaiseries. Il aurait dû faire ça. S'il y a un problème pour les travailleurs et travailleuses, ils ont le droit de régler ce problème eux-mêmes, sans avoir l'intervention du gouvernement libéral ou du gouvernement fédéral. Le NPD qui s'oppose à la loi spéciale, le Bloc québécois et les conservateurs qui seraient plutôt prêts. Stéphanie Grandmont, est-ce qu'on doit tout de suite mettre fin à ce conflit de travail dès demain? Bien, moi, je pense effectivement que le gouvernement fédéral a trop tardé et que là, il y aurait peut-être eu d'autres moyens plus souhaitables à mettre en place. Mais là, on est rendu au point où on est. Et oui, effectivement, je pense qu'une loi spéciale, ça va être de mise. Et même, il faudra voir plus tard, parce qu'une loi spéciale, c'est un peu comme un diachylon qu'on met sur le bobo, mais après ça, si on fixe les conditions de travail, ça ne sera pas pour une éternité. Donc, est-ce qu'on veut jouer encore dans le même mélodrame dans peut-être 2 ans? Je ne pense pas. Donc, il faudra penser aussi à des solutions plus permanentes, plus structurantes pour éviter qu'on se retrouve toujours dans des conflits de travail au port de Montréal. Avant de poursuivre, je souligne qu'il y a des demandes patronales qui ont fait bondir le syndicat, c'est-à-dire d'être disponible un peu avec plus de jours de suite. Le salaire moyen est autour, selon les patrons, de 125 000 $ par année. Émilie Nicolas, est-ce qu'on peut se permettre de laisser le jeu de la négociation se poursuivre? Bien, c'est parce que ça fait longtemps que c'est bloqué. Puis, ce qui est intéressant avec une loi spéciale, c'est que le fait que ça soit menacé, comme en fait, nuit déjà aux négociations, au sens où si le syndicat sait que s'il continue à tenir son bout, il va avoir une loi spéciale, bien nécessairement, ça incite à bloquer les négociations. De la même manière que si la partie patronale sait que elle peut tenir son bout puis pas négocier parce que de toute façon, il va y avoir une loi spéciale. Donc, la menace de grève n'est pas importante. Ça inclut ça fait en sorte que l'employeur, finalement, tient son bout. Donc, il y a quelque chose déjà qui rend la négociation toxique, la médiation toxique, juste le fait que ça soit sur la table de cette façon-là. Je pense que c'est ça qui est négocié, qui est dénoncé, c'est-à-dire beaucoup par la partie syndicale dans ce conflit-là. On dit que ça va nuire à l'économie, ce qui est vrai, mais ce que ça fait paradoxalement, c'est que plus que les travailleurs sont essentiels, moins ils ont besoin, ils ont de moyens de négocier leurs conditions de travail. Et dans ce cas-ci, c'est pas tant le salaire qui est en jeu que vraiment la question des horaires, la question de conditions de travail. De disponibilité. Plus que la rémunération comme telle, c'est ça, voilà. Oui, l'employeur veut allonger le nombre de jours disponibles. Je pense aller, là, c'est 18, là, c'est 19 qu'on demande. Bref. Mais Christian, ça pose la question, est-ce que ce n'est pas, dans le fond, pour une économie comme la nôtre, un service essentiel que de recevoir les conteneurs dans le port?
Vous lisez dans mes pensées. Ah oui? Oui, je pense je veux que les pas débardeurs de... Oui, c'est vrai, je voulais commencer par ça. Dans les faits, les débardeurs du port de Montréal, bon, ils ont le droit de grève, hein, qui a été accordé très largement dans notre société, mais ce sont des travailleurs essentiels. Donc, un côté, jusqu'à un certain point, inévitable dans ce film-là, en fait, qu'on a vu à plusieurs reprises. Moi, je ne crois pas que les travailleurs ont aucun pouvoir de négociation, parce que pour un gouvernement, adopter une loi spéciale, c'est pas évident. C'est pas agréable, c'est pas facile. Donc, ils ont le droit de grève. Là, ils ont décidé quand même de faire une grève illimitée, massivement. Je vois pas quel autre choix le gouvernement a que de faire adopter une loi spéciale, puis d'imposer un mécanisme d'arbitrage dont les débardeurs ne ressortiront pas nécessairement perdants. Parce que rappelons qu'on n'est pas en face de damnés de la terre, là. C'est pas le Germinal d'Émile Zola, là. C'est un salaire moyen de 125 000 là, ce sont comme les aristocrates du port de Montréal. Donc, il faut quand même relativiser tout ça. Mais je ne vois pas comment ça peut être autrement, dans la mesure où ils ont le droit de grève, mais ce sont des services essentiels. Remarquez que si on se compare aux travailleurs, parfois enfants, d'Émile Zola puis de Germinal, tout le monde est gras dur. Ouais, mais on comprend l'image. Mais 125 000 vous avouerez, Patrice, ça ne fera pas pleurer tous les Québécois. Mais Stéphanie, donc, j'en parlais au ministre, c'est cette décision qui avait déterminé il y a quelque temps que c'était qu'ils n'étaient pas des travailleurs essentiels, qui vient un peu fausser l'équation. Parce que dans le fond, vous connaissez bien l'économie, c'est un service essentiel, non? Ben oui, parce qu'on le voit bien, là, ça paralyse toute l'économie au complet. Donc, ils tiennent un peu en otage. Ils ont un pouvoir de négociation qui est quand même énorme. Et face à eux, le syndicat, qui ils ont, c'est ce qu'on ne sait pas nécessairement, c'est que le port n'est pas l'employeur. L'employeur, c'est une association d'employeurs maritimes qui sont un peu morcelés, qui sont même des concurrents. Donc, la contrepartie qui négocie avec le syndicat, elle ne parle pas nécessairement d'une voix forte. Alors, ça donne un drôle de rapport de force. Alors, moi, je pense effectivement que, oui, c'est vrai, il y a eu cette décision-là en cour fédérale qui a dit non, ce n'est pas un service essentiel. D'ailleurs, ça a été porté en appel. Donc, en ce moment, c'est devant la cour d'appel fédérale. Ça pourrait changer les choses. Mais même si le jugement était maintenu, il n'y a rien qui empêche le gouvernement ensuite de dire, bon, alors d'accord, nous, on va décréter que c'est un service essentiel. Et d'ailleurs, ils l'ont fait en 2010 pour les produits qui vont à Terre-Neuve. Donc, ça, c'est vraiment considéré comme un service essentiel, tout comme les produits céréaliers. Alors, ça, au port, c'est essentiel, mais le reste ne l'est pas. Moi, franchement, je pense que ça devrait l'être. Et puis, ça éviterait qu'on se retrouve toujours avec un mélodrame là, à chaque négociation. Puis oui, allez-y, Christian. Oui, je comprends ce que dit Stéphanie, mais moi, j'y penserai 2 fois avant de leur enlever le droit de grève. Parce que c'est quand même un droit assez fondamental. Et je défendrais quasiment le système actuel. Je sais que ça peut avoir l'air tout croche, là, mais on est dans une négociation, dans des rapports de force. Moi, je le répète, je trouve qu'ils ne sont pas sans pouvoir de négociation, les débardeurs, hein, parce qu'ils mobilisent toute la société, puis que là, il faut adopter un projet de loi, puis le NPD va les défendre, tout ça. Mais en même temps, c'est dans la nature des choses que ces 1150 travailleurs-là ne peuvent pas prendre l'économie, en fait, en partie du Québec et du reste du Canada en otage. Donc, même si ça fait croche, le système actuel, dans la mesure où chacun fait sa job, ne me semble pas si dysfonctionnel dans les faits. D'accord. Alors, on suivra demain, mais ça risque d'aller vite, Émilie. Là. Ça risque d'aller vite demain. Parce que les conservateurs vont appuyer les libéraux là-dessus. Là. Oui, donc ça risque de passer si c'est ça la volonté du gouvernement. Ceci dit, je pense que c'est Stéphanie qui le disait au début du panel, ça reste reporter le problème. Ça fait depuis 2018, que la convention collective était échue. Donc, si on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à s'entendre. Puis encore une fois, c'est des questions d'horaire, c'est des questions de conditions de travail. Moi, je trouve ça juste intéressant, le récit collectif selon lequel c'est la faute des travailleurs qui prennent l'économie en otage, alors qu'on pourrait tout aussi bien dire que c'est la situation des employeurs qui prend l'économie en otage en faisant des pertes économiques épouvantables pour une question d'horaire de travail. Donc, moi, c'est plus cette question-là que je pense qu'il va falloir se poser des questions, parce que sinon, on va tout déclarer tout le monde essentiel puis mettre fin aux négociations de travail, parce que nécessairement, le but de la grève, c'est de déranger, c'est d'avoir des impacts sur l'économie. C'est ça, le levier de la grève. Ouais, mais si on n'est pas prêt à avoir des impacts... Mais il y a impact et impact, disons. Tout à fait, tout à fait. OK, très bien.
Et l'été dernier, on faisait des listes. Le syndicat disait, nous, on va faire passer ce qui est essentiel. Là, on faisait des listes. L'employeur ne s'entendait pas sur les listes. Puis là, on ouvrait les comptes. Ça a été le micmac total. Bon, COVID. Les cas au Québec, on a vu le tableau aujourd'hui. Ça se stabilise au Québec. C'est en baisse même, cette troisième vague. On verra, là. On n'est pas de 20 personnes. Mais en Ontario, on voit les chiffres du Québec, taux de positivité très bas. Alors, voilà. Ça, c'est un fait. En Ontario, c'est toute une autre histoire, 10,9 de taux de positivité. Et on demande à l'armée, et d'ailleurs, on a la réponse qui vient de tomber il y a quelques minutes de Bill Blair qui dit « Oui, oui, très bien, on vous a entendu et on va envoyer des infirmières, on va envoyer du personnel médical de l'armée. » C'est, voilà l'extrait du communiqué du ministre fédéral de la Sécurité publique. Stéphanie, c'est deux réalités et on a connu au Québec celle-là aussi dans le pire des vagues. C'est difficile à concevoir parce qu'on n'est pas si loin, mais on est pour l'instant assez loin quand même. Oui, bien, tant mieux. On souhaite que ça traverse pas de notre côté. Mais enfin, si l'Ontario a demandé l'aide de l'armée et que le fédéral l'envoie, bien, c'est tant mieux, là, aux grands mots, les grands moyens. Et puis, ça a été le cas là, au Québec et en Ontario, d'ailleurs, durant la première vague. Là, on se souvient que l'armée est venue dans les centres de soins de longue durée. Alors, il y avait des soldats qui peignaient les cheveux d'une vieille dame et qui se disaient, bon, ben, si c'est ça que ça prend, si c'est de nourrir les gens, si c'est de changer des couches, etc., bien, il faut ce qu'il faut. Puis tant mieux si l'Ontario peut avoir du renfort. J'entendais aujourd'hui, en fin de semaine, beaucoup d'experts disent, attention, même au Québec, faites attention de ne pas tout de suite assouplir les mesures parce que ça peut repartir assez vite. Émilie, Nicolas et Christian Dufault, il y aura quand même des pressions pour assouplir les mesures. Je pense notamment aux parents dont les écoles pour leurs enfants sont toujours fermées, là, à Québec, Lévis, Gatineau. Émilie. Oui, c'est sûr que cette pression-là va venir. Puis je pense que du côté du ministre Dubé, c'est aussi la première chose qu'on allait dire qu'on allait réouvrir si c'était possible, les écoles primaires. Donc ça devrait venir si, à mesure que la campagne de vaccination avance. L'autre mesure qu'on sait qui est très contestée, c'est la question du couvre-feu à 20h à Montréal. D'ailleurs, je pense que les partis d'opposition avaient mis de l'avant une motion pour que l'Institut de recherche en santé publique publie des études montrant le lien entre le couvre-feu puis la baisse des chiffres. Puis donc, le gouvernement a refusé que cette étude-là soit mise en place. Donc, cette mesure-là aussi risque d'être parmi les premières qui tombent. Mais en même temps, ce qui se passe en Ontario est extrêmement grave. Puis je pense que la proximité avec le gouvernement, pas avec le gouvernement, mais avec la société là-bas fait en sorte que je pense que les gens comprennent bien que la troisième vague est très sérieuse, que si ça va bien ici, il y a un ensemble de raisons pour lesquelles peut-être ça va mieux. Peut-être que le virus a déjà tellement circulé dans la première et la deuxième vague qu'on a une meilleure immunité collective. Ceci dit, il faut toujours continuer de faire attention jusqu'à temps qu'on soit tous vaccinés. Oui, parce que Christian, c'est moi qui lis dans vos pensées cette fois-ci. Vous allez dire, bien là, quand ça va bien, au Québec, on dit oui, mais ça pourrait aller mal. Puis quand ça va mal, bien là, on resserre. Alors, on ne desserre jamais. On a quand même desserré, mais est-ce que quand même, l'exemple de l'Ontario ne nous pousse pas à une grande prudence? Forcément. C'est clair que l'Ontario fait jusqu'à un certain point partie du paysage québécois, sans se réjouir d'aucune façon des malheurs de nos compatriotes ontariens. On peut dire que pour l'écho des Québécois, bien, c'est un retour des choses, hein, parce qu'il y a quelques mois, c'est un peu honteux, notre performance au sein du Canada. Puis là, on voit que nous, c'est nous qui faisons ça bien. C'est plus facile de perdre des libertés que de les récupérer, c'est très clair. Pour le gouvernement du Québec, c'est bien, parce que l'Ontario est là. Il y a la peur. Il y a une peur, en fait, que l'Ontario se mette à déborder puis que ce qu'on vive, ce soit une espèce de petite parenthèse qui va bien, mais que ça n'aille pas bien aussi longtemps que ça. Bon, le couvre-feu, bon, c'est le bébé de M. Legault jusqu'à un certain point. Bon, on semble croire que ça a un impact. Beaucoup de gens le pensent, même si ce n'est pas vraiment prouvé. Mais à mesure que la belle saison s'accentue, peut-être qu'il pourrait mettre ça à 9h30. Puis aussi, un autre élément. Il y a une peur qui est présente, qui le témoigne il y a quelques mois, et l'idéologie sanitaire. Moi, ce que j'appelle l'idéologie sanitaire est solidement installée, là.
C'est une idéologie aussi, là. C'est pas juste des scientifiques et des politiciens. On est dans le risque zéro. Donc, pour M. Legault, c'est un pensée du bien. Moi, personnellement, moi, je suis pas dans le risque zéro, là. Donc, j'aimerais quand même qu'il relâche un peu. Mais il va faire attention parce que là, le monstre ontarien est à côté. C'est ça. Tout le monde y pense. C'est pas l'Italie, c'est pas la France, parce qu'en France, quand la Grande-Bretagne, ça allait mieux, la France, c'était épouvantable. Mais là, Stéphanie, c'est à côté, là. Donc, les gens se disent... attention, quand même, on n'a pas envie de revivre une autre montée, en tout cas. Ah non, ça, c'est certain que personne n'a envie de rejouer dans le même film. Et puis, c'est sûr qu'il va y avoir des pressions là, si les cas continuent à diminuer au Québec pour des assouplissements. Mais d'un autre côté, je pense que le gouvernement Legault va pouvoir facilement dire, regardez ce qui se passe chez nos voisins, là. C'est pas le temps d'aller trop vite et puis de se mettre encore à risque. L'Outaouais, là, c'est juste à côté, c'est juste de l'autre côté de la rivière, puis on est en Ontario, là. Alors, les gens là-bas, je comprends qu'on veut revenir, bon, par exemple, dans les écoles, les enfants qui sont à la maison là, depuis plusieurs semaines. Oui, non, c'est pas drôle, mais d'un autre côté, on va vouloir être prudent. Puis l'exemple de ce qui se passe en Ontario va certainement aider le gouvernement à maintenir la ligne dure. Ouais. Oui, Christian. Moi, une chose qui commence à m'inquiéter, là, c'est que de plus en plus, à cause de l'idéologie sanitaire, on reporte les échéances. On nous dit à un moment donné, c'est la vaccination qui est la clé. Hein? Bon, il faut se faire vacciner. Tout ça. Et là, on entend de plus en plus de gens nous dire non, il faut que ça se règle partout à la grandeur de la planète pour qu'on puisse recommencer à vivre normalement. Je lis ça et j'entends ça de gens crédibles qui disent que c'est comme un problème mais mondial. dès le début, l'OMS a dit ça. Tant que tout le monde ne sera pas bien, on ne pourra pas être totalement bien. Mais là, il faut mesurer, évidemment. Exactement. Et l'autre... Oui, Émilie, vas-y. Bien, je voulais juste dire, c'est parce que j'entends parler d'idéologie sanitaire, c'est quand même important de comprendre, en fait, ce qui se passe en Ontario. Doug Ford, ça fait, je pense, 24 fois que son gouvernement, depuis le début de la pandémie, en fait, refuse de voter pour avoir des congés de maladie payés pour les travailleurs essentiels. C'est une mesure qui est poussée par l'opposition, que les conservateurs bloquent, même avec les chiffres qui sont là. Il y a aussi des questions. En ce moment, bon, ils viennent d'envoyer l'armée. Il y a déjà 10 jours, le gouvernement fédéral l'a envoyé. Donc, pour des raisons partisanes, ne voulait pas obtenir, cherchait seulement l'aide des provinces conservatrices. Donc, il y a un ensemble il y a une crise politique, en fait, en Ontario. C'est le manque de leadership. Exactement. Politique qui crée, on va y revenir. On va y revenir. Émilie, merci beaucoup. Stéphanie, Émilie, Christian, merci encore une fois ce soir. Bonne soirée. On va y revenir, c'est sûr. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.